Bienvenue tout le monde à notre nouvelle série qu'on a décidé de faire pendant nos temps libres qui s'appelle « Des solutions pendant nos temps de réflexion ». Et comme première invitée, j'ai ici avec moi Caroline Rayon, qui est avocate et fiscaliste, ainsi que l'auteur de plusieurs livres, dont un, « Comment utiliser les fiducies en planification fiscale et successorale ». Tu vois, j'ai même gardé le livre. Moi, le mien, évidemment, il est en anglais, mais il est là. And she's as well a member of the International Society of Female Professionals, which I think c'est tout un accomplissement. Donc, bienvenue Caroline et merci d'avoir pris le temps. Merci Sophie pour l'invitation. On va s'entendre qu'aujourd'hui, une raison pourquoi on parlait hier, c'était évidemment les propriétaires d'entreprises. Hein? On est inquiètes. On va s'entendre. Tout d'un coup, on nous a demandé de fermer nos compagnies. On n'a pas de revenus ou à perte. Ceux qui ont des revenus, on a des dépenses qui mesurent, qui durent. Puis plus qu'on a du temps libre, plus qu'on se pose des questions. Hein? Dans le temps occupé, on ne s'en pose pas trop. Mais dans le temps libre, on commence à se poser des questions. Là, on se dit, ben dis donc, y a-t-il moyen de protéger mes actifs? Si oui, comment je m'y prends? Ou est-ce que tout simplement, c'est trop tard? Oui, grande question. Et justement, oui, quand les gens ont des temps libres, là, ils se rappellent certaines recommandations qu'on avait faites à l'époque. Mais c'est certain que dans un temps comme on vit présentement, bon, il y a plusieurs personnes qui vont dire, écoutez, moi, j'ai travaillé longtemps pour bâtir mon entreprise, ma profession. Là, je vois que c'est des temps difficiles. Est-ce que quelque chose que je peux faire pour justement protéger mes actifs ou ne pas perdre tout ce que j'ai acquis? Ou si jamais ça devait se reproduire dans le futur, est-ce qu'il y a quelque chose que je dois faire? Alors, évidemment, quand les clients appellent, c'est certain que lorsqu'on parle de protection d'actifs, on ne parle pas ici d'essayer de se mettre insolvable volontairement ou de frauder les créanciers. Là. Non, ce n'est pas le cas. Et lorsque quelqu'un appelle et qu'il y a déjà là, quatre mises en demeure qui sont arrivées, c'est peut-être un peu tard, mais on parle vraiment de sécuriser des actifs. Donc, lorsque le client va appeler, là, ce qu'on va regarder, c'est on va prendre une liste des actifs. Quels sont les actifs? Évidemment, est-ce qu'on a des dettes? La liste des dettes, mais aussi des contrats qui ont pu être signés. Parce que souvent, lorsque ce sont des entrepreneurs qui ont été chercher des emprunts, parfois on a demandé des cautionnements personnels, des garanties. Donc, on veut s'assurer aussi d'être au courant de tout ça pour ne pas mettre le client en défaut si jamais on fait une structure de protection d'actifs. Bon, certains vont nous dire, est-ce que je pourrais faire ça simple? Transférer des biens au nom de mon conjoint ou transférer au conjoint, faire une contre-lettre puis dire, bien, c'est à toi, mais c'est à moi. Ça, je pense qu'il faut toujours quand même être un peu prudent. Lorsqu'on fait ça, évidemment, quand ça va bien dans le couple, ça va, mais en cas de séparation, divorce, quand on veut reprendre nos actifs, ça peut être un peu plus compliqué. Si les gens ne sont pas mariés, ça va prendre la convention de cohabitation ou une convention là, entre les conjoints pour dire, bien, si jamais ça ne fonctionne plus, je veux reprendre mes billes. Et ça, parfois, les gens vont faire la moitié de la planification. Alors, il faut quand même être prudent. C'est pourquoi souvent, bon, parfois, il y a des biens qu'on va peut-être vouloir détenir en copropriété qui pourrait être une idée. Donc, c'est plus difficile, c'est moins intéressant pour un créancier de dire, bien, je vais saisir une moitié de maison ou une moitié de chalet. Et souvent, après avoir fait l'analyse, souvent, on va opter plutôt pour une fiducie qu'on va appeler une fiducie de protection d'actifs qui va permettre de transférer, par exemple, on pourrait transférer la maison, des biens immobiliers. Ça pourrait être un portefeuille de placement, des actions aussi de sociétés privées. Évidemment, il faut discuter avec le client, la cliente, là, des impacts fiscaux si jamais il y avait un décès et tout ça, mais souvent, ça va être une option qu'on va vouloir privilégier pour au moins sécuriser, si ce ne sont pas tous les actifs, bien dire si ça va vraiment mal, au minimum, il va me rester entre mes mains cette portion-là parce qu'on sait que la fiducie, en fait, c'est un patrimoine qui va être à part de celui du client. Donc, à partir du transfert, bien, quand je fais le bilan du client, les actifs en fiducie n'apparaissent plus dans son bilan. Ce qui est quand même très utile. Mais ça étant dit, évidemment, il y a certaines choses que je dois faire un peu attention. Hein? Ce n'est pas aussi simple qu'on le dit en ce moment. Donc, c'est quoi que je dois porter attention un peu? Bien, souvent, les clients, c'est certain que quand on dit, bon, on va mettre ça en fiducie, quand ce sont nos actifs, bon, on veut continuer à les utiliser comme on le faisait avant. Puis souvent, je donne un peu l'exemple du plat de bonbons. Disons, là, on ne peut pas tout avoir. C'est sûr que si vous allez à l'épicerie, vous achetez le plat et les bonbons, vous mettez ça sur votre bureau, vous pouvez piger dans le plat puis manger des bonbons. Mais là, si je mets le plat de bonbons en fiducie, il faudra demander la permission, en fait, avant de pouvoir prendre un bonbon. Et l'élément très important, c'est quand on travaille en protection d'actifs, mon premier réflexe, c'est de dire, bien,
si un créancier essaie d'attaquer la fiducie, ben, qu'est-ce qu'il va essayer d'attaquer en premier? Puis un des premiers éléments, c'est que, bon, souvent quand on fait de la protection d'actifs, si on revient un petit peu à la base, quand je fais un transfert à une fiducie, le principe est, c'est comme si je faisais une vente. Donc s'il y avait des augmentations de valeur des biens, en principe, il y aurait du gain, je devrais payer de l'impôt. Toutefois, il y a des types de fiducies, par exemple, la fiducie qu'on va appeler la fiducie pour soi sans limite d'âge, lorsque le client a moins de 65 ans, ou la fiducie alter ego, c'est le client a 65 ans ou plus, qui va permettre quand même qu'on puisse transférer les actifs sans qu'il y ait d'impôt à payer tout de suite. Donc, il y a un roulement qui peut se faire, mais une des conditions, c'est que je peux avoir seulement un bénéficiaire et mon bénéficiaire va être le client. Et le client ou la cliente là, pourra être fiduciaire, mais je vais obligatoirement avoir besoin d'un autre fiduciaire si le client est un des fiduciaires. Donc, j'ai toujours besoin d'un fiduciaire qu'on appelle indépendant. Et c'est là que ça se joue souvent parce que les clients disent, ben moi, je veux continuer à contrôler. Alors, je vais me nommer un co-fiduciaire qui va pas mal toujours dire comme moi. Et ça c'est très dangereux parce que, évidemment, si jamais il y avait une poursuite puis qu'on arrive à la cour et comme ça a déjà été le cas, là, un avocat disait ça, si on est capable de faire dire finalement au co-fiduciaire qui était à la cour et qui s'est fait interroger qu'il n'est qu'une marionnette et qu'il ne prenait aucune décision par lui-même, là, ça ne va pas très bien. Parce que là, on va dire, écoutez, finalement, vous n'aviez même pas de fiducie parce que vous n'aviez pas un co-fiduciaire. Donc, nous, on va faire, finalement, on va passer à travers puis on va faire comme si elle n'existait pas. Donc, on va être très, très vigilant par rapport à la nomination du ou des co-fiduciaires et de l'administration qui va être faite pour que, devant la cour, on puisse toujours démontrer que oui, ça avait été vraiment bien fait, bien administré. Faire attention aussi, les gens qui sont mariés, quand je transfère des biens, parfois, dépendamment du bien qui est transféré, je devrais avoir aussi besoin du consentement du conjoint. Mais je pense que c'est vraiment la façon qu'elle est faite au début, mais aussi l'administration qui va être faite par la suite pour démontrer que c'est vraiment un patrimoine vraiment séparé des actifs de la personne qui l'avait mis en place si on veut vraiment mettre les chances de son côté. Donc, prendre un fiduciaire comme ma fille de 18 ans qui n'a aucune connaissance en finance ou quoi que ce soit, ce n'est pas tout à fait une bonne idée, hein? C'est pas recommandé. Puis trop de pouvoir aussi. Là, quand on dit, bon, le client pourra changer le cofiduciaire quand ça ne fait plus son affaire, puis il en a mis un autre, je vous dirais… La blonde, c'est pas non plus une bonne idée? Donc, on ne met pas les chances de son côté si ça va mal. Alors, moi, j'ai tendance à dire, bon, soyons plus conservateurs. Quelqu'un serait un petit peu mieux, hein? Pardon? Quelqu'un de neutre serait un petit peu mieux. Oui, c'est ça. Donc, il faut faire certaines concessions, si on veut, pour être capable de dire si à un moment donné ça va mal, ben je veux être capable de défendre mon point puis de dire oui, j'ai vraiment un patrimoine qui avait été fait, qui a été fait en bonne et due forme. Oui. Mais ça étant dit, y a-t-il certains types de comptes ou de propriétés que j'ai, d'actifs que j'ai, que peut-être je ne devrais pas mettre en fiducie, que je dois faire attention avant de les mettre en fiducie? Ça change un petit peu leur forme, si tu veux. Bien, c'est certain que si on regarde, oui, puis ça, c'est important de le mentionner, si on regarde, par exemple, un REER, alors si j'essaie de transférer un REER en fiducie, là, je vais le désenregistrer, donc je vais comme déclencher mon impôt, pas une bonne idée. Si c'était transféré un CELI, j'aurais aussi un problème. Si je transférais mon CELI, bon, je perdrais en fait la caractéristique du CELI. Donc, tout ce qui est régime de pension, généralement, on ne va pas procéder à un transfert en fiducie. Mais ça étant dit, avec la baisse des marchés aujourd'hui, y a-t-il des opportunités qui se présentent? Bien ça, tu pourras nous parler des opportunités qui se présentent au niveau des placements. Peut-être un petit peu au fonds de pension individuel, comme le RI ou le RI. Est-ce que ça peut être une bonne opportunité dans le cas actuel qu'on vit? En fait, si on dit si je ne peux pas mettre disons, mon REER, mon CELI dans la fiducie de protection d'actifs, est-ce que je peux quand même les protéger? Ça serait une des questions. C'est certain que le REER, on sait que si jamais on fait faillite, c'est protégé sauf les 12 derniers mois de cotisation, mais il faut vraiment faire faillite. Donc, difficulté financière ne va pas nous aider. Une des choses qu'on pourrait faire, évidemment, c'est si c'est un REER ou un CELI qui est souscrit auprès d'une compagnie d'assurance vie, si on achète des fonds distincts et qu'on fait une désignation de bénéficiaire appropriée, on peut aller chercher une protection d'actifs. Et le RRI auquel tu faisais référence, ça peut être intéressant aussi. En fait, ça va
un peu remplacer le REER, puis c'est vraiment comme un régime, c'est un régime de pension individuelle, là, vraiment un régime de retraite individuel. Donc, le propriétaire d'entreprise pourrait dire, ben moi, je vais prendre une partie, au lieu d'avoir un REER, en fait, je vais mettre en place le régime de retraite individuelle qui va permettre, en fait, des cotisations de la société. Donc, l'entreprise va pouvoir tu vas être la personne qui va faire les cotisations annuelles au lieu que je mette de l'argent dans mon REER. Et lorsqu'on le met en place, il y a aussi des calculs qui sont faits. Il y a une portion aussi qui peut être sortie de la compagnie et mise dans le régime de retraite individuelle. Ce que ça amène, en fait, c'est sûr qu'en termes de protection d'actifs, ça protège plus que le REER. Puis, je pense aussi, tu voulais peut-être un peu mentionner la question de la diversification. Bien, les entrepreneurs disent « Ah, moi, je veux garder l'argent dans ma compagnie parce que je fais plus d'argent que si j'étais sur le marché boursier. » Bon, c'est sûr que si la compagnie fait faillite, on s'entend que ça ne va pas très bien. C'est sûr que si j'ai mis un RRI de côté, bien, si la compagnie fait faillite, l'argent qui a été déjà mis dans le RRI va au moins rester là. C'est sûr que si la compagnie ne peut pas continuer, c'est une autre histoire, mais au moins, cet argent-là est déjà protégé. Et si dans la mesure où la compagnie continue, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'un REER, je sais combien je vais cotiser dedans, mais je ne sais pas combien je vais recevoir à la retraite. Alors que le régime de retraite individuelle, c'est un régime à prestations déterminées, comme un régime d'employeur. Et je sais, selon les calculs actuariels, comment je vais recevoir au niveau de la rente. Et ça amène aussi quand même une diversification. Puis, peut-être même au niveau des placements, je pense que peut-être que tu peux en parler un peu de l'avantage, ou en tout cas Le marché comment aujourd'hui, évidemment, il y a énormément d'opportunités, surtout avec la volatilité qu'on a, beaucoup plus qu'on a eu dans les années précédentes où tout était cher, puis on ne pouvait rien trouver. Aujourd'hui, évidemment, il y a beaucoup plus d'opportunités. Mais retournons un petit peu aux propriétaires parce que, évidemment, en ce moment, les propriétaires sont inquiets. On reçoit beaucoup d'appels en disant « Hey, là, 1 mois, 2 mois, tu sais, on leur dit toujours de garder un fonds d'urgence de 3 à 6 mois. » Mais là, ils voient leur fonds descendre, les revenus ne rentrent pas. Au début, c'était 1 mois qu'on était en shutdown. Maintenant, on est rendu à 2 mois. Ça se peut même 3 mois. On n'est même pas sûr. Ça se peut qu'il faut qu'on attende un vaccin. On n'a aucune idée de ce qui se passe. On va espérer nous. Mais ça étant dit, la réalité, c'est que pour les propriétaires qui ont des compagnies qui peuvent ouvrir, mais à personnel plutôt réduit, et on va s'entendre que les circonstances en ce moment sont quand même assez restreintes. J'ai quand même une responsabilité légale envers mes employés et mes clients au niveau des produits que j'offre et des services que j'offre. Puis on va être réel, on coupe un peu les coins, hein, parce qu'on n'a pas les revenus, on n'a pas le staff qu'on a besoin d'avoir. Donc, qu'est-ce qui arrive étant donné que ma protection, disons que ma responsabilité légale est toujours là et mon risque d'erreur est beaucoup plus élevé qu'en moyenne? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour me protéger un peu? Parce que moi, je sais que j'ai une assurance responsabilité I&O, mais ça étant dit, on va s'entendre que les assureurs vont chercher une erreur qui est beaucoup plus facile à trouver aujourd'hui. Oui, c'est sûr qu'il faut faire attention, là, dépendamment de ce qu'on a fait. Si on n'a pas, c'est sûr que là, il y a des reports qu'on peut faire au niveau des TPS, TVQ ou des salaires. Donc, il faut quand même faire attention là, parce qu'on n'est pas toujours protégé. Il y a quand même des obligations légales, dépendamment de ce qui n'a pas été remis, de ce qui n'a pas été fait. Il y a différentes lois qui s'appliquent à ça. Donc, ça c'est à bien vérifier. Donc, même si on a mis des actifs de côté, il faut quand même faire attention de ce côté-là. Mais on le voit aussi sur ceux qui n'ont pas nécessairement qui ont peut-être une entreprise, mais aussi qui vont siéger sur des conseils d'administration de plus grandes sociétés. Et là, effectivement, aussi, on voit de plus en plus, il y a des articles là, qui sortent de plus en plus pour dire, écoutez, si vous siégez sur des conseils d'administration et que ce n'est peut-être pas votre compagnie à vous, là, votre organisme, votre compagnie, vous êtes sur le conseil d'administration, avez-vous une assurance pour regarder quand même, est-ce que j'ai une assurance responsabilité pour les dirigeants et officiers, là, les administrateurs et officiers ou D&O Insurance? Il faut regarder, est-ce que ça existe? Ce ne sont pas tous les conseils d'administration qui vont offrir ça. Donc, d'où encore là l'intérêt de dire comment je vais faire pour me protéger. Et c'est là qu'on va regarder, est-ce que la fiducie de protection d'actifs pourrait fonctionner? Et pour les questions que tu posais tantôt, qui étaient plus de savoir si moi, c'est ma compagnie, je suis administrateur de ma compagnie, là, il faudra s'asseoir pour vérifier les législations puis dire dans quelle mesure je peux me protéger ou non par rapport à mes obligations en tant qu'administrateur aussi et non juste mes actifs là, d'entreprise, mais en plus au niveau de cette responsabilité-là que j'ai. Donc, ça va faire aussi réfléchir des gens
vraiment qui se disent, oui, moi, je suis administrateur de ma compagnie, il faut que je fasse attention. Ou quand j'accepte d'être sur un conseil d'administration, peut-être d'une compagnie un petit peu plus importante, est-ce que j'ai des risques aussi? Puis, je veux me protéger avant qu'il y ait un problème. Bien, merci, Caroline. Comme on peut voir, évidemment, on vit dans une crise qui est une fois dans notre vie, j'espère, du moins, j'espère que ça ne reviendra plus jamais. Puis, évidemment, il y a des stratégies qui existent, c'est ça qui est important. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Revenez-nous, on est heureux, même si on n'est pas là en personne, parce qu'on est obligé d'être virtuel maintenant, mais au moins, on n'est pas des ordinateurs, on peut se parler. Donc, on est toujours heureux de répondre à vos questions. Et merci, Caroline, pour ton temps et pour ton information très utile et très bénéficiaire dans les temps d'aujourd'hui. Bonne journée. Merci. Merci, Sophie.